Alors, bonjour à tous. Je suis ravie de vous revoir ce matin pour certains. J'espère que tout va bien. L'idée, évidemment, aujourd'hui, c'est d'avoir une conversation avec Sébastien. Et du coup, vous n'hésitez pas, comme d'habitude, vous avez en bas de votre écran un, un petit, une petite chose qui s'appelle converser. Donc, vous pouvez écrire toutes vos questions. Je ferai attention à les lire pendant les réponses de Sébastien. Sébastien pourra aussi un peu regarder et on répondra au fur et à mesure. Et s'il y a des questions plus longues, évidemment, on pourra ouvrir certains micros. Donc vraiment, vous n'hésitez pas. Ce matin, on va parler évidemment des partis pris un peu de Sébastien chez Payfit sur l'organisation produit, des réactions du produit et comment a pu s'organiser face à la crise du Covid et de toutes les choses que on aimerait savoir sur quand on recrute un PM, quelles sont les qualités attendues, etc. Je voulais juste aussi passer un petit moment pour vous parler de Maestro. Maestro, c'est le bootcamp qui forme les product managers. Comment on fait? C'est 7 semaines très pratiques pour apprendre en fait directement à pratiquer avec évidemment des cas réels d'entreprises qui existent et des cas sur lesquels vous travaillerez vous-même. C'est 5 semaines en présentiel, 2 semaines qui sont à partiel, à distance, dédiées uniquement à passer la certification PSPO1 et aussi pour ceux qui veulent du support pour passer les entretiens et trouver un job. Comment on a construit ce bootcamp? Évidemment, en prenant appui sur des conversations, des partages d'expériences et en faisant intervenir toutes ces personnes-là que vous voyez, donc qui appartiennent à différentes boîtes tech, hein, aussi bien du Facebook que Youpies, que Comed, Blablacar, évidemment Payfit, Conto, qui sont des boîtes tech que vous connaissez ou ne vous connaissez pas d'ailleurs, mais l'idée était vraiment de représenter aussi la diversité du product management, la diversité des contextes, parce que c'est hyper important de comprendre que le product management, il y a différentes manières de faire, différentes manières d'opérer, et c'est ça qu'on va essayer de faire avec Maestro, c'est de vous donner le bagage théorique et surtout pratique qui vous permettra de faire des choix, d'avoir des partis pris, d'avoir des convictions et de pas juste être by the book à appliquer un bon framework parce qu'en fait, tout dépend aussi des contextes. Et c'est pour ça que le bootcamp existe, c'est de vous apprendre à faire ces choix dans des contextes différents. On a une présentation mercredi prochain à 11h30 sur toute la pédagogie pour ceux qui veulent en savoir plus exactement sur ce qui va se passer au cours des 5 semaines plus 2 semaines. Donc, connectez-vous à 11h30, on sera avec Arnaud et on pourra vraiment vous présenter complètement le programme, les interventions, etc. et répondre surtout à toutes vos questions. Et la semaine prochaine aussi, mercredi 20 mai, à 17h30, on accueille Thomas, qui est le Head of Product de Conto, et Amélie, qui est la CEO d'Invoxa, qui étaient tous les deux PM chez WeThings et qui vont nous raconter un peu tout ce qu'ils ont appris chez WeThings et comment ils l'ont mis maintenant dans les entreprises dans lesquelles ils travaillent et quels sont un peu les acquis de leur conversation d'avant. Mais aujourd'hui, et ce qui va nous importer pour la prochaine heure, je suis ravie de t'accueillir, Sébastien. Merci beaucoup d'avoir répondu présent. Je ne sais pas si tu as remarqué, je ne t'ai pas présenté, c'est fait exprès. Le but, c'est ma première question pour toi, c'est savoir qui tu es, quel est ton parcours et pourquoi et comment tu t'es retrouvé aujourd'hui à travailler dans le produit. Eh ben, bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation, Annabelle. Alors, en termes de parcours, c'est rigolo parce que là, il y a Stéphane Delbecq qui vient d'envoyer un message sur la conversation de groupe. Mon parcours en tant que product manager a commencé dans la même entreprise que Stéphane. Ah bah voilà. C'était chez Yahoo. Ça remonte à 2006, fin 2006, totalement par hasard, à une période où il y avait deux jobs enfin, on a parlé de deux jobs. Oui, on a un peu vieux. Deux jobs, community manager et product manager. Et en me disant, voilà, on a deux opportunités euh, en termes d'évolution professionnelle pour toi. J'avais envie de changer. J'étais dans la pub, les liens sponsorisés à l'époque. Et finalement, le product management, donc c'est un peu par hasard. Et il se trouve que j'ai d'abord fait le choix de ne pas devenir community manager parce que j'ai surtout vu un monde de trolls. Et du coup, product management, ça m'a intéressé parce que ça restait assez nébuleux quand même, vu de France. Il y avait zéro formation, il y avait très peu de product managers disponibles en France, enfin, qui exerçaient en France. Et s'il y en avait, c'était avec une très forte dimension marketing, ce qui m'intéressait pas trop, mais quelque chose qui était vraiment à cheval entre
les besoins utilisateurs, la technique et le business, c'était assez nouveau. Je me suis dit, bon, voilà, il y a quelque chose quand même qui est suffisamment nébuleux et curieux et intéressant pour y aller. Et, euh, et en fait, donc pendant 3 4 ans, j'étais product manager chez Yahoo sur des produits communautaires grand public, avec effectivement en termes d'apprentissage, c'était directement au feu, quoi, avec beaucoup d'équipes à distance, des devs à Grenoble, des managers à Londres, dans un contexte qui s'est un peu chargé aussi d'un point de vue organisationnel, bureaucratique, tout ça. Donc une très belle période où j'ai appris mon métier en faisant, avec très peu d'accompagnement. Et rapidement, j'ai ressenti le besoin enfin, je me suis dit, en fait, pour bien faire son rôle de product manager, il faut quand même être proche du centre de décision. Ouais. Euh, et j'ai eu l'opportunité de rejoindre une entreprise qui, sur le papier, n'était pas forcément très excitante, mais qui se trouve être une entreprise où, en termes de culture produit, ils étaient pas mal en avance. Alors, je le nomme quand même parce que j'en suis fier, même si elle a laissé des traces, notamment ses commerciaux ont laissé des traces un peu douloureuses auprès de certains des clients. Ça s'appelait Email Vision, cette boîte. Comment ça s'appelait? Emma Vision? Email Vision. Ok, Email Vision. Euh, et et j'ai rejoint cette entreprise parce qu'ils cherchaient un product manager pour s'occuper des réseaux sociaux. Dans une boîte qui faisait de l'email, c'était un peu risqué. Mais en fait, chez Email Vision, il y avait un CPO déjà à l'époque, donc on parle de 2010, qui s'appelle Jean-Yves Simon, qui est maintenant le VP produit chez AB Testi. Et il y avait déjà une très grosse culture produit. Donc, tu avais des vrais product managers, des designers, à l'époque, ça s'appelait des feature teams. Et, euh, et l'objectif de ce move-là, depuis Yahoo, c'était d'aller dans une boîte française à dimension internationale pour vraiment exercer mon rôle de product manager, parce que c'est un job que je kiffais vraiment. Ouais. Et je voulais être dans une boîte française parce que je voulais être proche du centre de décision, une boîte qui était proche des codes du web. Donc, j'ai choisi le SaaS. Et donc, par la suite, des boîtes françaises dans l'univers du SaaS ou du web, dans le B2B ou dans le B2C, marketing ou e-commerce, ça a quand même été mon axe de développement principal. Et, euh, Et du coup, sur la suite du parcours, ça fait un peu naturellement parce qu'il y a la vague du product management qui s'est développée petit à petit quand même. Il y a il y a eu de plus en plus d'aspirations, d'opportunités, de nouveaux arrivants. Donc, il y a eu nécessité, alors que ce soit en product management, en design, des devs qui arrivaient avec une vraie culture de comment on travaille avec un product manager, qu'on ne perçoit pas simplement comme un chef de produit marketing ou comme un gestionnaire de backlog. Donc avoir une vraie discussion, des discussions ouais, stimulantes, euh, rationnelles, un peu émotives de temps en temps, mais avec de l'engagement des différents interlocuteurs, donc PM, designer, dev. Donc tu arrivé à un niveau de maturité qui était quand même à partir de ouais, 2012-2013, qui était quand même Plus fort, ouais. un peu plus fort que ce qu'on observait jusqu'à maintenant. Et là, j'ai commencé à basculer, à avoir retrouvé des envies de management, que j'occupais déjà des rôles de manager avant de devenir product manager. Et l'idée, c'était du coup de structurer cette équipe-là et se dire finalement, l'organisation en soi est un produit. Et pour servir les product managers, pour servir les ambitions de l'entreprise aussi, il y a un vrai défi autour de comment tu établis alors modestement, hein, voilà, mais comment est-ce que tu établis une organisation produit? Parce que malheureusement, dans les boîtes françaises, alors je l'ai découvert après Email Vision, voilà, j'ai eu pas mal d'opportunités qui commençaient à arriver. Et en fait, tu avais beaucoup de product washing. C'est-à-dire qu'on recrutait un product manager et finalement, tu étais pris un peu entre le marteau du CEO et l'enclume des équipes techniques. Ouais. Et avec, en fait, tu te heurtais au manque d'organisation, au manque de process et au manque de culture produit. Et je pense qu'il y a quelques product managers sur cette période-là, jusqu'il y a ouais, 2, 3 ans, euh, qui ont. Alors ça peut peut-être encore arriver, mais maintenant il y a quand même beaucoup Les pots plus. cassés un peu. Voilà. Et du coup, mon parcours s'est fait de cette façon-là, bon, jusqu'à Payfit, du coup, dernièrement, où Payfit, c'est un peu différent, même si on trouve la boîte française, le SaaS,
la culture produit. Là, le fait de rejoindre PayFit, c'est deux choses. Alors, un vrai coup de cœur, parce qu'on a discuté pendant 10 mois avec Florian, on s'était croisés dans quelques organisations que j'ai aidé à soit co-créer, soit que j'ai aidé à développer. On s'était déjà croisés et on s'est retrouvés à travailler dans le même bâtiment, rue de Tocqueville à Paris. On s'est croisés et puis régulièrement, pendant 10 mois, il me posait des questions sur l'organisation du produit et naturellement, à un moment, il m'a proposé de les rejoindre. Donc, il y a eu un process de recrutement, etc. Mais en fait, je suis quand même, j'ai eu un coup de cœur pour le bonhomme et les trois cofondateurs de PayFit. Voilà, le mélange d'humilité, d'ambition saine et de résultats et de traction qu'ils ont réussi à créer. Et donc, c'était un truc pas très rationnel, en fait. Voilà, qui est de l'ordre du coup de cœur. Et un truc plus Un rationnel peu qui était. l'intuition. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, puis tu te dis, enfin, tu vois, les gars, ils ont créé cette boîte à 22 ans, ils ont 27 ans maintenant. Enfin, ils ont du. Tu te dis sur le marché français, c'est pas les seuls, hein, mais il y a des entrepreneurs qui sont vraiment talentueux. Et moi, du haut de mes, j'aurais presque pu être leur père, quoi. J'ai 45 ans, je me suis dit, voilà, j'ai envie je pense que je peux peut-être les aider un peu. Et il y a une belle aventure industrielle française auquel je peux peut-être contribuer et je peux les aider. Et en même temps, et donc ça, c'est le coup de cœur, mais il y avait un truc rationnel aussi qui était de se dire, en même temps, de participer à un truc qui est quand même assez rare. Peut-être que les nouveaux product managers, bon là il y a la crise qui est intervenue, on n'a pas forcément conscience, mais les opportunités qui existent actuellement sur le marché français pour le product management dans des boîtes qui ont la bonne culture, qui ont les bons process et qui sont capables d'attirer des gens qui sont vraiment smart et qui n'ont que, enfin, la seule chose qui nous manque pour avoir des product managers qui soient vraiment euh, puissants, c'est que ces product managers soient exposés à des projets qui ont une dimension qui n'a pas été connue, qui n'a jamais été connue, je pense, dans l'écosystème français jusqu'à maintenant. Carrément. Et du coup, PayFit, c'était un peu cette opportunité-là, quoi. Ok. Et justement, avant de passer à PayFit plus en détail, si tu devais définir le product management, si tu veux définir ton métier, tu dirais que c'est quoi? Alors, le product management, c'est le truc assez connu, tout le monde. Mais je pense que ça marche encore bien sur le diagramme de Venn de Mind the Product, quoi. C'est le product management, c'est être à la croisée de trois forces qui peuvent être synergiques, mais qui peuvent aussi être ouais, pas mal s'opposer. C'est avoir une très forte conscience et une très forte influence de la stratégie business, des enjeux business. Voilà, pour faire assez simple. Avoir une très forte sensibilité, conscience. D'ailleurs, ne pas forcément être, dans tous les cas, ne pas forcément être l'honneur de ces sujets-là, mais avoir une très forte conscience des besoins utilisateurs, des usages en cours, et avoir aussi une très forte conscience, appétence pour le sujet technique, parce que ça, c'est ton facteur réalité, dont tu ne dois pas te contenter, mais qu'il faut absolument absorber. Donc, tu es au croisement de ces trois forces qui, quand elles s'alignent, sont d'une puissance quasiment incommensurable. Et tu rajoutes là-dessus un élément, enfin, pour moi, c'est le petit nœud autour ou le paquet cadeau, qui est extrêmement important pour occuper son rôle de product manager de façon consciente. C'est une dimension éthique forte. C'est-à-dire que quand tu as conscience des enjeux business, conscience de tes capacités techniques et conscience des besoins utilisateurs, même si tu n'as pas la responsabilité directe de ces trois périmètres-là, il est quand même extrêmement important de porter des convictions, des valeurs, une éthique personnelle forte, parce que c'est ce qui va faire que tes choix seront fructueux ou pas pour toi et pour Tes ton entreprise utilisateurs et ton équipe. et pour tes utilisateurs aussi. Carrément. Ouais, donc, et alors, il y a une question de Karen qui dit, est-ce qu'il y a une culture produit à la française? Est-ce que tu penses qu'elle existe ou c'est encore très américain? Je sais pas, est-ce qu'une culture produit à la française, je sais pas, franchement, ouais, c'est une bonne question, évidemment. Est-ce qu'il y a une culture produit à la Moi, française? je pense qu'il y a Bah, autant de culture produit que d'entreprises, en fait. Chacun adapte
la culture produit, qui est le product management à la base, et le met sur le contexte de son entreprise et sa manière de faire. C'est un peu ce que j'ai l'impression d'avoir vu. Après, c'est vrai que non, mais tu vois, il y a beaucoup de méthodes qui existent. Il y a beaucoup de littérature qui est disponible. Et ça fait les méthodes, les process, ça fait partie du toolkit de base qui vont donner naissance à la culture produit. Après, effectivement, la culture produit, c'est aussi le résultat d'un ensemble d'interactions avec ton COMEX, avec tes devs. Euh, le fonctionnement d'un COMEX et la formation des devs n'est pas forcément la même. C'est pas forcément la même d'un pays à un autre. Et donc, du coup, tu vois, en France, je pense dans la relation qu'il y a avec les devs, de plus en plus, tu vois une vraie culture, enfin, une vraie dynamique très saine qui existe avec des devs qui ont une vraie culture produit. En même temps, soyons réalistes, tu croises encore quelques devs qui sont, enfin, ça m'est arrivé, voilà, qui ont un peu moins de culture produit, avec lesquels tu es dans une relation transactionnelle un peu malsaine. Et du coup, oui, dans ce cas-là, tu as une culture produit un peu à la française où tu t'adaptes à ton interlocuteur, quoi. Et il y a quelqu'un qui réagissait, je pense, aux boîtes qui font encore du product washing. Quand tu te fais recruter tes product managers, tu as cette ambition d'être un product manager complet, puissant, comme on en a parlé avant, et que tu as été biberonné aux méthodes, aux process, à la littérature anglo-saxonne ou des startups, des belles startups françaises qui t'expliquent comment ça se passe chez eux, et que tu arrives face à un CEO qui a des envies d'avoir une culture produit, mais qui est pour autant, et je pense par réflexe, un peu encore dans l'ancien monde, bah, tu vas t'adapter à ça, quoi. Et peut-être que Vraiment. dans ce sens-là, tu as une culture produit à la française. Ok. Alors, parlons un peu de PayFit. Et du coup, la question là pour toi, ça sera plutôt quel est justement vos partis pris organisationnels? Comment ça marche? Est-ce que vous êtes par squad? Mm. Comment vous avez fait? Et du coup, toi, c'est quoi tes grandes convictions pour qu'une équipe produit fonctionne bien? Alors, chez PayFit, tu as déjà, enfin, il y a trois grands principes que moi j'ai identifié, que je porte, tout ça. Un premier qui est un héritage qui existait avant que j'arrive, mais qui est quand même extrêmement important, c'est les équipes produits chez Payfit. Tu as des équipes produits locales dans les pays. Donc, Dans on les est pays. présent France, Angleterre, Espagne, Allemagne et bientôt Italie. Tu as des équipes produits dans les pays. Mhm. Et tu as une équipe globale. L'équipe globale, elle est installée à Paris et à Barcelone. Tu as à peu près 120 personnes dans l'équipe globale. Les rôles, c'est rôles classiques, product manager, designer, développeur, plus product ops. Et dans les pays, tu as en gros à peu près 70 personnes qui font du produit dans les pays. Et là, c'est un rôle plus particulier qui est spécifique. C'est la culture produit PayFit. C'est votre jet Ce lang, c'est ça? Jetlang Master. Donc de l'extérieur, ça s'appelle Product Builder. À l'intérieur, ça s'appelle Jetlang Master. D'accord. Et là, c'est un profil qui est à cheval entre l'EPM, le designer, le dev. Son toolkit, c'est un langage maison, c'est une plateforme low-code qui s'appelle Jetlang. Et là, lui, ou elle d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de filles, le profil, c'est un ou une ingénieure, maximum 2 ans d'expérience, un profil entrepreneurial, donc quelqu'un qui a un problem solver avec un vrai profil entrepreneurial et qui est capable de prendre en charge des problématiques qui sont à la fois fonctionnelles, techniques et, euh, et utilisateurs. Et le produit local va être en charge de développer un product market fit hyper local. C'est-à-dire qu'il a le C'est vraiment toolkit, lui qui a le toolkit. il a le mindset pour, si on veut faire on fait notamment le gros de notre activité, c'est faire les feuilles de paye. Si on veut faire des feuilles de paye pour les coiffeurs en Catalogne, on récupère la convention collective, elle est mise à disposition de Jetlang Master et il a l'ensemble des outils plus les bonnes compétences professionnelles pour développer ça, depuis le moteur de calcul jusqu'aux interfaces. Le rôle de global, des équipes globales, qui sont des équipes plus classiques, c'est de supporter le développement de fonctionnalités qui vont être mutualisées sur l'ensemble des pays. Donc à la fois le toolkit Jetlang pour les Jetlang Master ou Product Builder et les développements fonctionnels qui ne nécessitent pas un product market fit hyper local. Des choses qui sont déployables de la même façon dans tous les Un pays. peu partout. Ok. Voilà.
Donc ça, c'est le premier parti pris, c'est local global. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est un vrai avantage. Tu développes un hyper product market fit, mais tu as le côté un peu négatif de cette approche-là, c'est ça nécessite une grosse coordination, quoi. Il faut réussir à bien se coordonner. On parle pratiquement de 2 équipes de 100 personnes entre global et local. Donc, il faut quand même beaucoup de coordination. Le deuxième principe sur lequel on s'appuie, principalement dans l'équipe globale, c'est le concept de Triforce. L'idée, c'est de se dire une équipe produit, c'est vraiment product manager, designer, développeur. Jusque d'ailleurs au VP, tu as Florian, qui est un des 3 cofondateurs, qui a le rôle de CPO. Et en dessous, on a 3 VP. On a un VP product management, moi, VP Design, Léa Mendes, qui est une ancienne de PrestaShop et Everroad, et un VP Engineering, Arnaud Lenoble. C'est ce concept de Triforce. Et ensuite, ça, c'est déployé dans toutes les équipes. Les équipes, alors l'autre principe, c'est ce que j'ai appelé Beyond Lines and Boxes. C'est-à-dire que oui, on a des équipes avec le système de tribe, squad. Ok. On a 5 grosses équipes. À la tête de ces équipes-là, on a des directeurs, un directeur product management, directeur ingénierie et directeur design. Ok. Et dedans, on peut avoir entre alors, 1 et 5 squads. Et pour les squads, on a product manager, designer et développeur. Donc, il y a ce concept de Triforce qu'on retrouve. Et quand je dis beyond lines and boxes, c'est de se dire, oui, tu as ce fameux truc à la Spotify voilà, que tu peux récupérer. Mais en fait, ce qui est super intéressant là-dedans, c'est, oui, tu as ton organigramme, tu as la définition de ton périmètre opérationnel pour ton équipe. En fait, le plus important dedans, c'est pas les cadres. Et c'est pas les lignes de reporting, c'est tout le blanc qu'il y a autour. Comment est-ce que tu t'assures que sur comment tu t'assures que tout ça se coordonne bien. Exactement. Et donc là, les trois actions fortes qu'on a menées en termes d'organisation, c'est on a lancé un département Product Ops. Voilà, Et bah, tu avais plein de questions là sur la conversation de gens qui te disent c'est quoi Product Ops? Est-ce que tu peux ouais, développer Product Ops? alors Product Ops, la responsabilité de Product Ops, c'est donc on a 5 personnes pour l'instant qui s'occupent de Product Ops. Donc c'est un ratio de un Product Ops pour à peu près 16 ouais, 16, enfin, à peu près 16, un peu plus de 16 product manager, designer, développeurs. Le rôle de Product Ops, c'est de s'assurer de 2 choses. Un, la coordination, Mhm. la mise en place et la coordination de tous les process. Donc, tous les process, ça va être les process de planification trimestrielle, ça va être l'ensemble des cérémonies au sein du trimestre, ça va être euh, de l'apport méthodologique de temps en temps. D'accord. Donc, typiquement, quand on a lancé des documents de cadrage, enfin, bon, bref, des trucs assez classiques, des documents de cadrage, tout ça, comment est-ce que tu accompagnes les tribes ou les squads pour proposer des documents de cadrage qui vont engager des ressources, pour proposer des documents de cadrage qui soient de bonne qualité. Donc, il y a tout un travail à faire en amont de discovery sur des éléments qualitatifs et quantitatifs. Donc, Product Ops est responsable de cette coordination. Et c'est Et il reporte extrêmement, à qui ce Product Ops? À toi directement? là, au product management, donc à moi, oui. Parce qu'on a considéré que c'était, bon, le product management là-dessus avait une responsabilité un peu ombrelle sur la partie design et tech, mais ils interviennent aussi auprès des designers et des tech. Ils peuvent aussi intervenir sur des sujets du type, une équipe a du mal à utiliser Jira ou a pas le bon niveau de visibilité qui est remonté dans Jira. Euh, Product Ops va intervenir. Il y a un stretch qui peut être assez large. Il faut quand même un peu contenir les missions, mais globalement, la coordination est importante. Et sur la partie process, en fait, le point clé pour Product Ops, c'est Product Ops doit accumuler de la connaissance méthodologique Ouais. qui va permettre à l'organisation, quel que soit le turnover dans les différentes équipes, de continuer à monter en puissance et en efficacité. L'idée, c'est de se dire que moi, je disparaisse à un moment, que des gens dans les équipes disparaissent, peu importe. Product Ops aura été capable, même au-delà des personnes dans Product Ops, d'accumuler un corpus méthodologique, documentaire, procédural qui permet
à l'organisation de continuer à se développer. Parce qu'un des enjeux, c'était de se dire comment on crée une organisation, une vraie organisation de produits, mais une organisation qui peut monter en puissance. Là, avec Covid-19, on a été un peu ralenti sur les recrutements, tout ça, mais on espère bien pouvoir réaccélérer à un moment. Et ce sujet de les process, la culture ne doit pas dépendre de la bonne volonté, des compétences des différents contributeurs individuels dans les équipes, c'est fort parce que c'est ce qui permet à Payfit, qui est au début de son aventure simplement, c'est une Ouais, bébé c'est compagnie jeune, hein, dans 10-15 ans de continuer à à grandir. capitaliser sur ces sujets-là. Et le dernier point dans ce principe de Beyond Lines and Boxes, c'est ça c'est assez classique, mais vraiment, on essaie de travailler de trouver le bon équilibre entre autonomie et alignement. Donc ça, on pourrait passer des heures dessus. Il y Ouais, a plein de talks qui existent, mais donc ça, les vous parties faites comment? bah, on le fait. L'alignement, enfin, l'alignement, c'est beaucoup grâce au process et Ouais. l'autonomie, c'est bon grâce au process Et la culture, et l'autonomie. grâce à la culture. Et là, ça commence en fait globalement pour que ça fonctionne, autonomie et alignement, au-delà des process, tout ça. Là, c'est le recrutement qui est clé, quoi. Le recrutement est ultra clé parce qu'il faut que tu fasses venir des gens qui soient smart. Ça, c'est franchement, j'enfonce portes ouvertes avec ça, mais c'est vraiment au moment du recrutement que ta capacité de bien balancer autonomie et alignement qui sont clés pour l'organisation. Mais c'est au moment du recrutement que ça va jouer. Donc, faut que tu trouves simplement des gens qui soient smart. Smart, c'est-à-dire la bonne intelligence analytique, émotionnelle, et en même temps humble. Donc, des gens qui vont être capables qui vont être suffisamment smart pour challenger, pour être indignés de temps en temps, mais suffisamment humbles pour le faire de façon empathique, constructive et bienfaisante pour leur entourage. Ce que j'ai tendance à dire aussi, je trouve, dans ce métier, c'est que tu es obligé d'être humble parce que tu es obligé d'être dans une position d'incertitude et d'apprentissage permanent. Et te dire que tu vas aider les autres à apprendre, tu vas apprendre et être un apprenant et pas un sachant te met directement dans une position d'humilité. Exactement. Et c'est un des enjeux assez forts pour. Enfin, moi, je sais qu'il y a, au-delà de toutes les méthodes qui existent, il y a un livre qui m'a beaucoup inspiré. Alors après, pas en termes de plan d'action, tout ça, mais je pense d'inspiration, il y en a d'autres, hein, mais en tout cas d'un point de vue professionnel, c'est les 12 principes du Lean de chez Toyota. Ah, il paraît Et, que c'est incroyable. Il faut que je le lise. et en fait, ce que tu vois dedans, c'est oui, tu as tous les process et les process sont importants, mais en fait, ce que tu dois comprendre, c'est que ton organisation, elle doit ressembler un peu à un organisme vivant quand même. Et cet organisme vivant, ce qui fait que tu continues à vivre, c'est que tu continues à t'adapter. Et que tu continues à t'adapter parce que tu continues à apprendre de ton environnement. Donc, et cette organisation auto-apprenante, euh, bah, enfin, c'est un enjeu qui est extrêmement important pour l'organisation, mais aussi pour les individus Ouais. dedans. Donc, bon, c'est facile de le dire, à mettre en place, c'est un Ouais, petit c'est peu plus compliqué. compliqué. Mais par contre, le point clé, c'est qu'effectivement, ça se résume quand même à des process qui ne soient pas trop rigides et qui soient sur lesquels tu puisses itérer. Donc, c'est important dans ta feuille de route organisationnelle, non pas que simplement que tu définisses et encore moins que tu imposes des process, euh, en tout cas de façon autocratique, mais que ces process s'enrichissent. Et d'autre part, sur le recrutement, de s'assurer que tu fais venir les bonnes personnes. Et encore une fois, les bonnes personnes, c'est des personnes smart et globalement humbles. Euh, voilà. Et juste une petite question avant de passer à justement la crise du Covid. Euh, juste, tous ces frameworks, vous utilisez quoi comme outil pour aller réussir à garder toutes les informations, faire en sorte que c'est pas une personne, que si quelqu'un part, tout le monde continue à progresser, Ouais. etc. Je suppose que vous avez des Après, outils bon, après, il n'y a rien de révolutionnaire là-dessus. Et franchement, il y a encore beaucoup, voilà, il y a encore beaucoup à développer. à développer. Ouais. Non, mais tu vois, l'outil, là, c'est un peu le flux sanguin entre nous. C'est un peu désagréable d'ailleurs au début. Et peut-être qu'il faudrait le maîtriser un peu mieux. Mais bon, entre nous, en termes d'échange, c'est beaucoup Slack. Enfin, Slack, tu as des modèles type 360 Learning en tant que startup qui sont très dans l'asynchrone. Et ils font une grosse utilisation de Trello. Nous, on fait une grosse utilisation de Slack pour se coordonner sur plein de sujets.
Après, c'est beaucoup Notion pour toute la documentation. Donc, et là, Product Ops, quand ils sont arrivés, un de leurs enjeux, ça a été aussi de s'assurer que Notion ne parte pas dans tous les sens, parce que c'était un peu Carrément. le chaos à un moment. Donc là, Product Ops s'occupe beaucoup de bien recadrer, réorganiser toute la partie documentaire. Et c'est important parce que tous les briefs qui déclenchent la mobilisation de ressources sont accessibles dans Notion. C'est un peu Euh, votre documentaire Wikipédia, quoi. c'est ça. Et ensuite, évidemment, sur la phase de delivery, Jira. Et ensuite, en termes de méthode, sur toute la partie en fait, la méthode là, c'est beaucoup porté par Léa et les designers. C'est la méthode en double diamant. C'est Mhm. plutôt la démarche d'identification du problème, de recherche de la solution et de delivery. Sur la phase de delivery, on a quelques équipes qui font du Scrum aussi dans Jira, donc qui ont des sprints. Pour autant, sur la phase de delivery, on n'a pas insisté, que ce soit sur l'outillage ou sur la méthodologie, pour la mise en place de méthodos particulières. On s'est plus attelé sur l'input, donc en amont, l'identification des problèmes, la discovery de la solution, de s'améliorer. Et sur l'output, sur tout notre go-to-market, là, depuis 2 trimestres, on a une équipe product marketing qui est en train de monter en puissance et qui est en train de mettre en place un modèle pour avoir un go-to-market qui soit beaucoup plus impactant. Donc, segmenter tes features, tes expériences, bien définir tes critères d'achèvement avant la mise à disposition du marché. Donc là, il y a une méthodologie qui est mise en place. Mais voilà, en termes d'outillage, c'est beaucoup Slack pour les échanges, Notion pour la capitalisation et le corpus documentaire, et Jira sur la partie delivery, quoi. Voilà, donc rien de très exceptionnel à ce stade. Non, non, mais très intéressant de voir que de toute façon, enfin, c'est pas, parfois ça sert à rien de réinventer les machines et de prendre ce qui existe avec Jira, Slack, etc. Ça marche très bien. Et il y a un point de Stéphane sur la partie product management, product board, tout ça. En fait, Ouais. juste, ça c'est un point. Alors là, j'ai un gros biais là-dessus, pas sur l'outil en soi, mais en fait, quand je suis arrivé, donc c'était à peu près un peu moins d'un an chez Payfit, hein, et puis ça m'est arrivé dans plein de boîtes. Mon premier réflexe, et c'est souvent mes équipes qui me soumettent des idées d'outils, le premier réflexe, et c'est un peu de l'éducation, c'est que je leur dis non, voilà, me parle pas d'outils. Peut-être je m'en tape des outils. C'est pas, ce sera la dernière, enfin, ce sera la dernière roue du carrosse. Mon problème, c'est les process et ensuite et le flux que l'on essaie de mettre en place, Ouais. le flux de création d'expériences produits avant de rentrer dans les outils. Parce qu'effectivement, enfin, un product board, tout ça, c'est sûrement top. Mais en fait, Si si tu as derrière, des, tu n'as pas la bonne mentalité ni le process, ça va si te t'as, servir. si t'as pas les bonnes compétences, les bons process et la bonne culture, ton outil. Alors après, effectivement, tu peux via l'outil activer tout ça, mais je pense qu'il faut d'abord s'attaquer à ces trois-là et que l'outil, c'est un peu icing on the cake. Et donc, Non, du mais coup, c'est un bon débat et il y a Stéphane qui dit on en parlera ensemble, mais je suis assez d'accord. Nous, on fait donc de la formation depuis bientôt 3 ans sur différents sujets, évidemment le product management, et j'ai tendance à avoir compris un truc que je n'avais pas compris au début, c'est que pour inculquer, pour apprendre des choses, pour avancer et vraiment apprendre, donc quand on apprend, on désapprend une autre chose sûrement, c'est un trio qui est inséparable de méthode, process, outils et culture. Et parfois, il faut mettre l'un avant l'autre, etc. C'est pas toujours hyper clair sur qu'est-ce qu'il faut. C'est vrai que l'outil est rarement numéro un. Tu refuses d'utiliser l'outil, tu l'utilises pas bien si tu n'as pas la bonne culture et d'abord un peu les bons process. Mais voilà. ça va avec. Mais après, je suis d'accord avec, enfin, effectivement, ça va complètement avec, mais de temps en temps et très souvent, ça peut cristalliser des discussions qui sont pas sur l'objet essentiel, qui est la création du flux et des process. Carrément. Et ça fait Et perdre tu, beaucoup de et, temps. et tu peux avoir, voilà, tu peux avoir un peu de retenue, de réticence des équipes sur un sujet qui est finalement pas enfin, qui est essentiel, mais qui est nécessaire, mais qui est pas suffisant quand Ouais, tu, qui est un moyen au service d'une fin, mais qui n'est pas une fin en soi. ouais.
Ok, Et, alors parlons parce qu'on pourrait en parler des heures, justement de votre gestion là, de ce qui est en train de se passer en ce moment. Comment vous surmontez, j'ai mis comment ouais, avez-vous surmonté la crise, mais pour de vrai, la crise, elle continue, elle perdure. ouais, Moi, je dois avouer que chez Maria Maestro Lyon, on utilise PayFit et qu'on a été assez bluffé parce que vraiment, hyper rapidement, il y avait tout dans l'outil, Covid, activité partielle, comment faire tout ça. Donc, je suppose que vous avez mis les bouchées doubles. Est-ce que tu peux mm. nous raconter un peu Bah, en ça? fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est euh, on parle, à un moment, on parlait beaucoup de Jetlang, on en parle un peu moins, tout ça. Mais quand je parlais tout à l'heure des équipes locales, dont l'objectif, grâce à une fonction particulière Jetlang Master et un toolkit particulier qui s'appelle Jetlang, leur objectif, c'est de développer un product market fit hyper local, hein, face à des contraintes réglementaires, juridiques qui sont hyper locales. C'est vrai. Ça, donc, en fait, c'est une plateforme et une fonction qui sont ultra résilientes à leur environnement. Donc du coup, Covid, enfin coronavirus, quand il est arrivé, c'était, alors entre grosses guillemets, parce que les Jetlang Masters chez nous, enfin, les équipes locales ont pris très cher et ils sont investis, enfin ils se sont investis de façon vraiment hallucinante. Donc ils ont pris très cher, mais finalement, c'est une contrainte juridique, environnementale, Et local. supplémentaire et hyper locale. Et ça rentre finalement dans le positionnement qui fait le succès de Playfit depuis le début. Ce qui fait des difficultés aussi parce que bah voilà, tu es ultra réactif à l'environnement. Nous, côté global, on a la responsabilité de la performance, de l'outillage qui continue à évoluer, mais la performance de l'application aussi. Tu réagis très vite, tu rajoutes des fonctionnalités et c'est en quelques heures que ça se passe. Donc le pipe, c'est une évolution réglementaire qui est suivie, donc une vraie veille juridique puissante qui est faite au sein des équipes produits locales. Ensuite, c'est traduit en action, en opportunité, en action, en contrainte, objectif qui débouche ensuite sur le développement de fonctionnalités, donc du dev et de l'interface homme-machine, des interactions classiques et qui vont ensuite vers la prod. Et tout ce chemin-là est extrêmement court, extrêmement résilient à son environnement. Le point un peu clé pour nous, c'est que côté global, il faut absolument faire attention à ce que les performances ne se dégradent pas. Donc, le sujet de performance de l'application, quand tu Mhm. rajoutes des fonctionnalités, c'est extrêmement important. Donc, on a réagi en local grâce à une mobilisation classique, mais par contre ultra critique et fatigante de la part de nos équipes locales, hein, dans tous les pays où on est installé. Et côté global, grâce à une mobilisation, enfin, on surveillait la performance de l'app un peu comme le lait sur le feu, quoi. Donc, une vraie mobilisation côté global autour de l'app. Est-ce que du fait d'être tous chez soi en télétravail, vous avez dû vous réorganiser? Comment vous faites pour que les équipes produits continuent à communiquer autant qu'avant? Parce qu'il y a un vrai enjeu de transversalité dans ce métier. Bah, après, enfin, tu vois, au-delà de la crise du coronavirus, là, l'autre impact de la crise du coronavirus, ça a été, enfin, au-delà de la façon dont on a réagi dans l'application à la crise du coronavirus, l'impact que ça a eu, on a dû, au milieu de trimestre, alors que ça faisait 2, 3 trimestres qu'on avait des processus de planification qui se mettaient en place avec les bons process, les bonnes cérémonies, le bon rythme, tout ça. On avait fait une communication avant le début du trimestre autour des priorités du trimestre. Et puis, bah, en milieu de trimestre, bam, la crise du coronavirus arrive. Donc là, il a fallu se réorganiser aussi. Donc, en général, enfin, la façon dont on fonctionne, c'est Florian, le CTO, qui là, il a repris la parole. On a discuté des priorités, tout ça. Il a repris la parole auprès de l'ensemble de l'organisation produit. Mhm. Donc, bah, c'est comme vous tous, je pense, c'est Zoom 8 heures par jour, donc ça devient un réflexe hein, de se réunir et de faire des Zooms. Et ensuite, les équipes, vu que tu avais déjà des cellules, que ce soit Tribe, Squad, des cellules qui étaient organiquement viables, bah, finalement, elles récupèrent ces priorités-là. Elles ont fait un gros travail accompagné par Product Ops. Et c'est pour ça que tu as besoin d'un département Product Ops qui va un peu, alors, c'est pas la bonne expression, mais marquer à la culotte, en tout cas, accompagner les différentes équipes pour digérer les priorités, créer les initiatives produits pour le trimestre. Et tout ça, oui, c'est fait à distance, mais ça se fait assez naturellement parce qu'on a une population qui est habituée à ça et on a des équipes qui ont déjà fonctionné ensemble en présentiel. Donc voilà, et même sur la phase de delivery, finalement, tu as quand même enfin, le seul point un peu compliqué, c'est l'aspect psychologique
enfin, l'aspect psychologique du télétravail et la charge mentale, parce que finalement, tu travailles plus que tu travailles plus qu'avant, quoi. Ouais, bah ouais, t'as moins de temps de pause, t'as moins de temps off et t'as peut-être plus de. Donc la façon de surmonter, et là on voit, on commence à payer, je pense dans beaucoup d'entreprises c'est la même chose, tu as une dimension managériale assez. Donc le télétravail d'un point de vue opérationnel, que ce soit sur fixer les priorités, les équipes qui travaillent entre elles, tout ça, oui, ça a un impact, mais globalement, ça se gère bien. Mhm. Euh, Encore une fois, tu as des gens intelligents, tu as des process, tu as des outils qui sont quand même bien fichus. Dans le point plus délicat, c'est de gérer ça dans le temps et gérer cette pression mentale, psychologique sur les équipes et de s'assurer que bah voilà, il n'y ait pas il n'y ait pas d'effondrement ou d'écroulement psychologique. On en est loin encore, mais c'est Ouais, des ouais, ouais, points à non, mais t'as surveiller raison, d'un point de vue c'est hyper managérial. important. C'est du management à l'état pire, quoi. Et d'ailleurs, tu as une question, tu crois à un PM en full remote, genre le PM nomade? On en parlait au tout début. En fait, c'est vrai que ça fait, moi, je sais pas, 15 ans ou je sais pas, ouais, 14 ans que je suis PM. Et Je en peux fait, dire 15 ans. ouais, non, mais tous les modèles, tu vois, la Bible des product managers, le Inspired de Marty Kagan, en fait, alors il a un peu évolué sur le sujet, mais on a limite théorisé la colocalisation des équipes, hein. Donc on a quand même été tous biberonnés à ça et c'est vrai que c'est quand même un kiff voilà, de pouvoir faire du produit avec des gens autour de soi, de dessiner, moi je suis un peu biberonné à ça et j'aime bien la colocalisation. Pour autant, tu as quand même beaucoup de. Là, on voit qu'on peut continuer à faire du produit en télétravail. Tu as des boîtes historiquement comme Automatique dans le e-commerce qui utilisent beaucoup le télétravail. Donc, est-ce que je crois à un PM full remote? Je pense que de par mon expérience, je ne peux pas être amené à y croire complètement. Pour autant, la réalité montre qu'il semble que ça puisse être possible, mais je pense qu'encore une fois, on en arrive à, il n'y a pas de règle générale. Ça dépend beaucoup du contexte, de la culture d'entreprise des individus, quoi. On en arrive à ça. Donc, je Exactement. pense que par contre, ce qui est sûr, c'est que pour des gens qui veulent devenir PM full remote, là, clairement, je pense qu'il y aura beaucoup plus d'opportunités qu'il n'y en avait avant. Et ça peut être une opportunité de vie qui est juste géniale, même pour un autre sujet qui me tient à cœur, qui est enfin, tu vois, comment les territoires, comment est-ce que tu les repeuples, comment est-ce que tu injectes des nouveaux métiers dans les territoires. Enfin, moi, j'adorerais chez Payfit pouvoir proposer à mes équipes, et c'est des sujets dont on parle. Alors, effectivement, avec coronavirus, c'est un peu moins présent maintenant, mais j'adorerais que tu recrutes des gens à 25, 26, 27, à 30 ans, ils ont des enfants, ils veulent un peu de verdure, tout ça. Bah, s'ils veulent partir et continuer à avoir un projet excitant dans une boîte excitante et se mettre un peu au vert pour élever, éduquer leurs enfants, ce serait juste génial de Ouais, et puis pouvoir ça faire ça. désengorge les villes, ça repeuple des régions vides. Effectivement, ça serait, même pour l'immobilier, absolument génial. Sans se dire que Mm, non, et effectivement, j'avais eu pendant une conversation avec le CEO de la plateforme américaine Upwork, mm. qui défend à fond tout ça, et ils ont le même problème aux États-Unis avec San Francisco, etc. Et c'est des vraies questions de fond, en fait, le télétravail. Parce que derrière, ça impacte toute ta ville, tout ton immobilier et tous tes transports. Ouais. Euh, Et en plus, enfin, ouais, non, pardon. Bah, non, non, vas-y, vas-y, ouais. vas-y. Non, mais je pense sur le télétravail, ça renforce aussi des types de relations. Enfin, tu vois, il n'y a pas de. Quand tu as, quel que soit le niveau, cette histoire de Triforce hein, et de tenter de créer des échanges un peu organiques entre les différentes compétences pour créer un bon produit. En fait, le télétravail, ça renforce ça. C'est-à-dire que euh, moi, je vois dans les relations qu'on a avec Léa, la VP Design, Arnaud, le VP Engineering, et Flo, le cofondateur CPO, on n'est pas du tout dans une relation hiérarchique où chacun a son territoire d'expression. Et non, il y a vraiment il y a une discussion permanente. On discute tous les jours, on se voit tous les jours. Même ça peut être qu'une demi-heure, mais tous les jours. Et puis on échange sur Slack. Et c'est un travail d'influence. Il y a des choses qu'on se répartit à peu près naturellement, mais dans des moments comme ça, c'est important. Enfin, moi, je considère qu'il est important de renforcer le point de vue, de renforcer les liens et de renforcer le point de vue du CPO, avoir
avoir une figure un peu, notamment enfin, dans le cadre d'un fondateur, avoir une figure auquel l'ensemble des équipes produits peut raccrocher. Et donc, notre rôle en tant que VP, c'est tu vois, sur des prises de parole, sur des discussions sur les priorités, on échange et chacun peut donner son point de vue sur les périmètres des uns et des autres. Et l'objectif, c'est de servir le discours final pour avoir une vision produit et une incarnation principale du produit. Et donc, le télétravail, en fait, réinsiste, enfin, je trouve que renforce Ouais, tu te cette dis que c'est approche. loin, donc il faut vraiment faire passer les messages. D'ailleurs, bah, tu as répondu à la Exactement. question. Il y avait une question de Stéphane sur comment vous séparez les efforts entre Florian et toi. Lui, la strat et toi, la delivery. En fait, Et en fait, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça parce que tu vois sur la strat, c'est vraiment on essaie d'engager l'ensemble de l'équipe leadership aussi. Donc c'est tous les C-level, les VP, les country managers. Il y a des vraies discussions qu'on engage dessus. Après, notre rôle, ça va être d'aiguillonner les discussions. Euh, euh, D'activer les discussions, de finalement valider et évidemment de déployer. Mais non, on a vraiment, et en tout cas sur le quadrinôme CPO et les trois VP, il y a un vrai travail collectif. Et ce que je disais tout à l'heure sur essayer de créer cette relation un peu organique, euh, ça, ça en fait partie. Et puis après, il ne faut pas oublier que Flo, enfin, moi, c'est une des raisons pour laquelle enfin, j'ai rejoint Pefit, c'est que l'objectif, c'était pas du tout, il n'a pas du tout une approche autocratique et le gars, enfin bon, après, ça fait peut-être voilà, tu crées pas une boîte comme ça par non, mais hasard. clairement, pour avoir aussi parlé avec Florian, clairement, ça se voit. Vous avez une espèce de confiance commune. C'est pas un lien hiérarchique, le bâton et je sais pas quoi. Et c'est Ouais. confiance des deux, conversation, et on s'auto-influence sur des choix et on les prend ensemble, quoi. Mm. Mais, il y a eu plusieurs questions là-dessus avant de passer à la dernière partie. Qui s'occupe de la qualité? Test de perf, le PM ou c'est d'autres équipes? Non, c'est au sein alors, on n'a pas d'équipe de test en tant que telle. Donc, c'est la responsabilité de la partie delivery. Ça va être la responsabilité du dev de vérifier sur les tests de régression, tout ça. Après, la réalité, c'est que ton PM, oui, il n'est pas que le PM, il y a l'équipe a une responsabilité avant la mise en prod des derniers tests, des sanity checks et après sur la façon de gérer les déploiements, donc les tests de régression, voilà le peer reviewing avec, alors désolé pour les anglicismes, mais par les devs et ensuite des déploiements que l'on maîtrise. De façon à aller vite vers la prod ou le plus rapidement possible vers la prod et que ce soit un test en prod aussi. Donc c'est plusieurs étapes et une façon de déployer plutôt que des tests qui sont complètement externalisés sur une équipe QA, ce qui est, je Ok, pense, une tendance qui s'est beaucoup réduite ces dernières années chez les éditeurs de soft, quoi. carrément. Et autre question qu'il y avait eu aussi, quel process vous avez mis en place entre product manager et product designer? Bah, alors, enfin, sur les process, tu en as de multiples, mais très en amont, ça va être sur le process de la discovery, quoi. Toute la discovery, enfin, si tu découpes à grosse maille, découverte du problème, découverte de la solution, livraison et optimisation de la solution. Ouais. Et dedans, sur l'approche, découverte du problème et découverte de la solution, globalement, c'est Léa qui a poussé, Léa Mendes, la VP Design, qui a poussé ça quand elle est arrivée. C'est méthode assez classique en double diamant. Et du coup, encore une fois, le truc qu'il y a, c'est que donc tu as ces méthodes, mais le process lui-même, au final, je vais dire, moi, en tant que VP, il m'importe peu. J'ai quelques symptômes qui apparaissent, et les symptômes, ça va être sur ce qu'on appelle en interne des Product Initiative Briefing, des briefs d'initiative produit. Il y a des éléments qui doivent être mis à disposition pour prendre une décision. Ces éléments, c'est la circonscription du problème, l'identification de l'intention, une évaluation même en mode t-shirt sizing de l'effort, une évaluation de l'impact, que ce soit d'un point de vue bénéfice, enfin de business, avec un impact presque financier qui peut être établi dans certains cas, ou de l'impact technique. Donc il y a ça qui doit être mis à disposition et qui doit nous mettre dans une position, quand je dis nous, c'est les directeurs, les VP, de prendre une décision pour valider et mobiliser plus de ressources pour passer en phase de delivery. Et
donc après, les process qui sont utilisés et les interactions entre PM et designer au sein de l'équipe, c'est à eux c'est à eux de trouver leur modus operandi, quoi. Donc, t'en as certains qui vont pousser la réflexion un peu loin, d'autres qui vont être sur des relations un petit peu plus Test rapide. voilà. Et puis, ça nous est arrivé dans certaines équipes qui étaient neuves aussi, et chacun arrivait un peu avec sa culture, son background, où on a dû intervenir pour dire non, enfin, le designer, il doit être intégré dès le début dans les échanges avec les PM, au même titre que le lead dev, de façon à pouvoir, enfin voilà, encore une fois, avoir une conscience en Triforce de l'opportunité du problème identifié et d'avoir du coup en phase de solution une réflexion efficace où tu n'es pas obligé de réexpliquer les choses, d'avoir une réflexion efficace autour de qu'est-ce que pourrait être la solution à ce problème-là. Et donc de temps en temps, ça nous est arrivé de devoir intervenir parce que soit le designer, soit le PM, pour X raisons, n'avait pas été suffisamment mis dans la boucle de la réflexion. Mais après, moi, je ne suis pas prescripteur du type d'échange qu'il doit y avoir entre un PM et un designer. Bon, je ne sais pas si Ouais. ça répond à la question, mais Si, ça, enfin, en tout cas, moi j'ai compris, j'ai compris ta réponse. Tu as une autre question de encore Stéphane. Ces éléments de sizing impact sont-ils précisés dans un système de priorisation avec une gouvernance, etc. ouais, ouais, ouais. Bah, c'est là du coup c'était je ne vais pas rentrer dans le détail du process de l'organisation et la façon dont on l'a fait mûrir, mais là, c'est un sujet qu'on a activé pour préparer. Alors, nous, on est en décalé, donc là, on a terminé Q1 en avril et on est en Q2. Et pour Q2, justement, on avait observé en Q1 qu'il y avait les PIB, c'est les Product Initiative Briefing, donc des documents de cadrage qui doivent être fournis par les équipes pour justifier leur intention de travailler sur un sujet, donc pour donner le bon niveau de visibilité et des critères, des éléments de prise de décision et de validation. Alors la réalité, c'est qu'on n'est pas en mode autocratique et CPO, VP a décidé de la vie ou de la mort d'une initiative produit. Pour autant, c'est un dialogue, c'est une conversation qui doit s'établir et les termes de la conversation reposent sur un processus de validation clair et sur des critères de validation qui soient clairs. Et en fait, on s'est rendu compte que certaines des initiatives produits, au bout d'un moment, elles étaient faites plus avec des intentions cosmétiques que une vraie aide à la décision, à la validation. Et là, on a injecté un petit peu plus de rigueur dedans en disant non, vos initiatives produits, Ouais. des initiatives qu'on appelle des épiques ou des majeures, qui sont à fort impact, soit pour l'utilisateur, soit pour le business, on exige un niveau de qualité et un niveau d'excellence dans ce qui est proposé. Si ce n'est pas rempli, et donc on exige, il y a un ensemble de critères qui a été défini. Si vous n'arrivez pas avec des documents de cadrage qui sont au niveau attendu, c'est un critère c'est un critère de rejet. Mais bon, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas parce qu'encore une fois, on a des gens qui comprennent, qui apprennent et on a une organisation. Tout le monde comprend que c'est une organisation qui est en train de Évoluer. mûrir. C'est un produit, en fait, votre organisation. Donc, elle évolue elle aussi, quoi. Et là, le sujet supplémentaire, c'est là pour ce trimestre. Encore une fois, il faut PayFit, on est à peu près 500 personnes. Je suis arrivé, on était 200. Je sais même plus, je sais jamais si on est 500, 550, tout ça, mais ça a augmenté vite, fort, tout ça. Et c'est une organisation qui est assez neuve et surtout sur la partie produit. Et moi, souvent en interne, j'utilise l'exemple de, je sais plus comment ça s'appelle, The Incredibles, des Indestructibles. Les Le bébé, indestructibles. voilà, des fois l'organisation produit, ça me fait penser un petit peu au bébé dans les Indestructibles, avec des super pouvoirs, mais encore une bébé organisation. Et donc, il y a des process sur lesquels on doit travailler. Et là, en ce moment, la dernière étape, c'est justement sur le niveau de visibilité et d'engagement vis-à-vis de l'équipe leadership jusqu'au board. Quelle visibilité, quelle conversation on entretient avec eux. Donc, c'est pas qu'une question de validation, c'est aussi la visibilité, de l'alignement sur ces sujets-là. Donc là, c'est un sujet pour le trimestre en cours. Ok. Et alors, j'avais prévu comme question finale, mais du coup, tu as des questions aussi. Il reste 10 minutes, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Quel conseil donnerais-tu à un jeune PM pour faire une belle carrière?
Du haut de tes 15 ans de carrière en PM, qu'est-ce que tu… Je pense déjà l'humilité. Enfin, tu vois, l'humilité, c'est important. Et je sais pas, bon, après, il y a pas de mal à vouloir faire carrière, tout ça. Mais dans l'humilité, ça renvoie quand même à, tu fais pas ça juste pour faire une carrière. Parce qu'effectivement, tu peux faire une belle carrière en product management sans avoir une formation de dev à la base. Moi, je crois encore beaucoup à ça et j'espère bien que et je valorise des profils qui viennent de formations plus littéraires ou en sciences humaines. Je pense que on va s'enrichir avec des profils qui sont extrêmement variés et peut-être perçus comme un peu exotiques dans une société française qui valorise beaucoup la technicité. Ouais, Et du coup, de l'humilité par rapport au fait de se dire, en fait, je découvre un métier que je vais pouvoir un peu pratiquer comme un artisan, dans le bon sens du terme. Et ça peut déboucher sur des produits qui sont très impactants, quoi. Mais se dire, je vais peaufiner mon art parce que je suis curieux, parce que j'ai des compétences interpersonnelles qui vont me permettre de comprendre que pour faire un produit, c'est pas qu'une question de compétences, c'est pas qu'une question de process, c'est pas qu'une question de backlog, c'est une question aussi de sens des, avoir le sens des gens, que ce soit des utilisateurs, que ce soit des interlocuteurs, avoir le sens du temps dans lequel tu évolues, le sens des usages. Et ça, c'est des choses, enfin, tu vois, bon, bref, de l'humilité. Pour moi, c'est quelque chose non, mais d'important. j'adore ta réponse parce que c'est une question qu'on me pose énormément, ce que tu es en train d'expliquer là. En fait, c'est les qualités aussi d'un bon product management. Pourquoi faire du product management et qu'est-ce que ça veut dire en carrière? Les gens me disent, mais après, je deviens quoi? Et du coup, ta réponse, elle est extrêmement pragmatique et vraie. Et je pense aussi dans un système comme le nôtre aujourd'hui où tout n'est pas linéaire. Et donc, au fur et à mesure, tu apprends, ça se développe, tu peux changer. Peut-être qu'il y a des gens qui vont passer de customer service à produit, de produit à design. Mm, Il n'y a pas de linéarité énorme. mm. Alors, il y a une autre question que j'aime bien aussi, là, encore de Stéphane. Quelle est la chose que tu retiens de ces 15 dernières années? Une seule, hein. Aventure, enfin, toi, c'est l'aventure. Moi, après, ça a à voir avec le web, tout ça, mais j'aurais pu. Enfin, ce que je trouve juste excitant dans tout ça, c'est l'aventure. Tu sais pas, quand tu es product manager, tu as plein d'opportunités, effectivement. Et même au quotidien, tu te retrouves à gérer là, il y avait une question sur l'orga interne, tout ça, mais euh, ouais, tu gères des sujets qui sont nouveaux tout le temps. Et j'ai l'impression, même derrière mon écran, je sais pas combien d'heures par jour, que c'est l'aventure. Et que enfin, ouais, j'utilise souvent ce terme, mais c'est un pur kiff, quoi. Il y a un truc qui est pas, et c'est ce que je trouve excitant encore par rapport à ce métier, c'est que tu sais pas vraiment tout le temps de quoi demain sera fait et que ça arrive rarement quand même de te dire tu peux avoir une belle aventure professionnelle, des aventures humaines de malade et en plus d'avoir pratiquement tout le temps de la surprise. Donc ouais, c'est l'aventure. Et la question qu'il y a sur l'organe interne et la strat produit, bon effectivement là je parlais beaucoup de l'organe interne parce que je pense que pour faire un bon produit, il faut une bonne équipe. Pour avoir une bonne équipe, faut considérer, surtout quand tu es sur plus des postes de management, que l'équipe est aussi ton produit. Euh, mais il y a beaucoup de sujets sur la strat produit, surtout quand tu es une scale-up comme Payfit, enfin une start-up en voie de croissance, tout ça, avec des ambitions qui vont alors on dit souvent en interne, from hire to retire, voilà, du recrutement jusqu'à la retraite. Notre feuille de route, elle est là-dessus. Après, sur cette ambition-là et cette vision-là, la feuille de route, comment tu la définis précisément? Ça, c'est un autre sujet. Et ensuite, quelle organisation au service de cette feuille de route? Donc, non, c'est pas, oui, l'organe interne m'occupe beaucoup. Et puis, bon, on parlait de product management, tout ça, et puis j'ai eu des questions dessus. Mais la strat produit, non, c'est ultra clé. Et là-dessus, la relation avec l'équipe de leadership, avoir une équipe product marketing qui soit forte aussi, ça, c'est extrêmement important parce que tu peux pas, quand tu fais du product management, tu peux pas non plus faire toute la strat marketing, avoir une connaissance du marché suffisamment importante, tout ça. Donc, on a beaucoup d'échanges avec product marketing et l'équipe leadership sur la strat produit. Ouais. Bah, écoute, merci beaucoup
Je t'avais dit 1 heure, c'est 1 heure. C'est génial tout ce que tu as dit. Je ne sais pas si tu vois, mais beaucoup de gens disent merci, que c'était de grande qualité, que c'était hyper intéressant et c'est vrai. Ouais, C'est un c'est gentil. super, super moment, très, très, très bel échange. Et j'espère que tu donneras la vocation à tous les gens qui ont écouté parce que moi, je t'avoue que là, je me dis, je vais postuler chez Payfit, devenir product manager. Donc, non, franchement, merci, c'est vraiment top, top, top. De toute façon, je te rappellerai dans le cadre du bootcamp Maestro, cette fois-ci Ouais, avec les élèves. Mais honnêtement, c'est vraiment passionnant. Et ce que j'ai beaucoup aimé et ce sur quoi tu as insisté, c'est que c'est un métier qui évolue tout le temps et qui fait que quand tu travailles dedans, effectivement, tu fais partie d'une aventure, quoi. Donc, faut être prêt à travailler dans un métier en constant mouvement. Donc, il y a des gens que ça effraie et il y a d'autres à qui ça donne cette espèce de boule au ventre qui est géniale, moi, je trouve, un peu Mm. d'excitation et tu l'as vachement fait ressentir et du coup, ça donne très envie. Donc, je vais te poser juste une toute dernière question. Est-ce que vous recrutez? Alors, oui, là, j'ai un poste en priorité en ce moment qui est un poste de directeur justement sur Jetlang Platform. Donc, Ok. on recrute sur ce poste. Pour être tout à fait honnête, on a levé le pied un peu sur les Ok. recrutements. Avec la situation actuelle, il y a quand même beaucoup d'incertitudes économiques. Pour autant, c'est une phase où, tu sais, comme dans les avions, on se prépare et on est en train de vivre un impact qui est quand même juste totalement exceptionnel, hein, faut quand même le rappeler. Donc on se prépare, on s'adapte Oui. à ça. Donc la partie recrutement, on l'a effectivement ralenti, mais par contre il y a ce poste qui est toujours ouvert, qui est un poste ultra clé après un niveau d'expérience qui va au-delà des débutants en product management. Et sur fin d'année 2021, voilà, il y a de fortes chances qu'on réaccélère. Ça dépendra de la criticité et de la sévérité de l'impact. Ok. Euh, voilà. Bah, écoute, on peut t'envoyer un email pour le poste, dit Benoît. Totalement, sébastien.levaillant@payfit.com. Ok, je note dans le. Voilà. Et le poste est ouvert, enfin il est publié, hein, donc ça s'appelle Directeur Product Management Jetlang Platform. Ok, et ben écoute, Voilà, Sébastien, c'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps et la qualité des échanges. Et j'espère à bientôt. Bon courage pour cette période en ce moment. Et j'espère qu'on se voit en physique un de ces jours. ok, bah avec plaisir, merci beaucoup pour l'organisation, bravo pour l'initiative, ça fait plaisir à voir. Merci à vous tous, belle journée, bon week-end. Ouais, et tu peux lire un peu les commentaires, tu verras, tu es félicité énormément. J'ai Ok, jamais eu autant de commentaires positifs, donc merci beaucoup et ok. bravo. Et la bise, Stéphane, à bientôt sur Internet. Ouais, c'est assez marrant. Salut tout le monde. Bye bye.